Coucou, c'est Binge Audio. Quand on est journaliste, on se retrouve parfois entouré de gens qui ne pensent pas comme nous. Ça fait partie du taf. C'est comme ça que je suis allée à plusieurs manifs pour tous en 2013 pour le journal pour lequel je travaillais. J'étais pas là pour juger, mais je me souviens quand même de 2-3 images qui m'ont marquée. Un petit couple par exemple, un petit couple bien sous tout rapport, je suis sûre qu'ils habitaient dans le 15e, qui défilaient avec leur nouveau-né. Un nouveau-né tout mignon et tout joufflu. Et au-dessus de la tête du tendre bambin, une pancarte avec écrit « Bébé 100% naturel, garantie sans OGM ». Déjà, on est d'accord, descendre dans la rue, non pas pour gagner des nouveaux droits soi-même, mais empêcher d'autres d'en avoir, c'était un certain délire. Je me suis demandé, à les regarder, quelle dose d'arrogance il fallait avoir pour se vanter si éhontément de juste avoir fait un bébé. Que ce soit un immense bonheur, une fierté personnelle, le sens de sa vie, aucun problème, je ne suis personne pour juger. Mais pourquoi le fait d'avoir procréé devenait un slogan sur une pancarte ? Parce qu'elle et lui l'avaient fait naturellement ? Ça veut dire quoi, naturellement ? Il est où le mérite à être cis, hétéro et en bonne santé ? Dans nos sociétés, la nature est une notion bien pratique. Une notion qu'on convoque dès qu'on veut justifier ses privilèges. Parce que c'est pas du tout la nature qu'il s'agissait de protéger ici. Personne du côté de la France réac ne viendra hurler à la famille OGM quand un petit couple hétéro bien sous tout rapport a recours à une PMA parce qu'il galère à tomber enceinte. C'est pas du tout la nature qu'il s'agit de protéger. C'est la contrainte générale de la société aux couples hétéronormés. La famille OGM, c'est toujours celle des autres. Celle des lesbiennes, des gays, des femmes seules, des troupes, des trans. Toutes les familles de celles et ceux qui osent dissocier sexualité et procréation. Mais alors ? Maintenant que la PMA est ouverte à presque toutes les femmes, est-ce que faire famille est plus facile, à moins d'être un couple de premier de la classe du patriarcat ? Quelles sont les familles encore hégémoniques ? Et même quand on coche toutes les cases, est-on à l'abri du contrôle social qui s'abat sur les mères ? Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable. On peut plus rien dire. Vraiment, c'est n'importe quoi. On peut plus rien dire. Et la prochaine fois, ça sera quoi ? On peut plus rien dire. Qu'est-ce que c'est que ça ? On peut plus rien. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. On va le dire quand même. Mes chers amis, c'est un immense honneur de vous accueillir au sein de cette 9e édition d'On peut plus rien dire. Vous êtes chaque semaine plus nombreux à nous écouter et rien ne pourrait me faire plus plaisir. Pour les petites nouvelles et les petits nouveaux, bienvenue, mettez-vous à l'aise, vous êtes ici, chez vous. Chaque semaine, nous nous retrouvons pour tenter de répondre à une question autour de l'actualité. Cette semaine, nous nous demandons pourquoi faut-il encore être cis-het ou alors cis-hétéro pour faire famille ? Et comment imposer nos nouvelles conceptions de la famille ? Avec nous pour répondre à cette question, j'ai la joie de recevoir Amandine Gay. Amandine Gay, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisatrice, afroféministe, sociologue et autrice. Vous avez réalisé 2 films, Ouvrir la voie et Une histoire à soi, et venez de publier Une poupée en chocolat, un essai passionnant sur l'adoption. Aline Laurent-Maillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes autrice et podcasteuse, spécialiste de la parentalité queer. Vous êtes l'autrice de À la recherche du sperme parfait et Free from Desire, un premier podcast sur le don de gamètes et un autre passionnant sur la sexualité et l'injonction à être en couple. Plus tard, nous entendrons aussi Fabienne Lacoude, autrice de la newsletter féministe sur la parentalité Mère alors et créatrice de MILF Média. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce podcast pour écouter notre chère chroniqueuse Constance Villanova nous expliquer pourquoi on devrait interdire à certains candidats la télé-réalité. Première question, je me tourne vers vous, Amandine Gay. Dans votre passionnant essai Une poupée en chocolat, vous politisez le concept de famille. Vous rappelez que faire famille, c'est loin d'être un seul concept biologique. Est-ce que la famille nucléaire, qui nous a été présentée toute notre enfance comme la norme, c'est une fiction ?
Je dirais en tout cas que c'est certainement pas une norme d'un point de vue, on va dire, géographique, parce que dès qu'on sort de l'Occident, en fait, la famille nucléaire, c'est pas la norme. Il y a plein de sociétés qui fonctionnent plutôt, par exemple, sur la circulation des enfants, dans une perspective où on peut avoir du coup plusieurs mères, plusieurs pères, où on peut appeler son oncle, papa, etc. Donc déjà, c'est très circonstancié géographiquement, la famille nucléaire. Et ensuite, c'est même extrêmement circonstancié dans le temps. En fait, ça apparaît, ce qu'on nous présente aujourd'hui comme une norme, après la deuxième révolution industrielle, où c'est effectivement le moment où on impose le modèle de la famille bourgeoise nucléaire au reste de la société. Mais jusque-là, les grandes familles paysannes, on va avoir plusieurs générations qui vivent sous le même toit, avec les grands-parents qui vont s'occuper des enfants, de leurs enfants qui sont eux en train de travailler au champ, etc. Où on peut aussi appeler tonton un oncle qui est ouvrier agricole et donc avec qui on n'a pas de lien de parenté. Donc voilà, toute cette idée aussi que les liens de filiation sont fluides, qu'il y a des adoptions informelles, etc. Oui, ça montre qu'en fait, historiquement, la famille nucléaire, et donc sa version la plus caricaturale qui est le slogan de la Manif pour tous, on peut parler de fiction ou en tout cas de quelque chose qui répond à un agenda politique. Dans votre livre, vous convoquez un concept que je trouve passionnant, qui est celui de justice reproductive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est la justice reproductive ? Oui, c'est vraiment une perspective qui demande de toujours penser conjointement la question de la santé sexuelle, des droits reproductifs et des droits sociaux et de la justice sociale. Parce que justement, ça permet de voir que certaines pratiques qui peuvent être émancipatrices pour certains groupes à certains moments de l'histoire sont aussi des pratiques qui vont être utilisées pour oppresser d'autres groupes. Donc l'exemple que je donne toujours, c'est celui dans les années 60-70 de la lutte pour obtenir le droit à la contraception, à l'avortement ou au moins être moins stigmatisé en tant que famille monoparentale, etc. Mais ça, c'est une lutte, encore une fois, qui est circonstanciée géographiquement. C'est une lutte des pays occidentaux, ou même de la France hexagonale. Dans le même temps, l'État français a déjà mis en place des politiques de planning familial à la Guadeloupe, en Martinique, parce que là, l'objectif, c'est d'empêcher les femmes de ces territoires-là de faire des enfants. Et par contre, à La Réunion, on est carrément dans les stérilisations forcées de femmes réunionnaises. Donc, la même pratique, avortement, contraception, est effectivement une pratique émancipatrice en France hexagonale et elle est utilisée pour, au contraire, empêcher des femmes racisées dans les territoires ultramarins de produire des enfants. Pardon, je prends quelques secondes pour bien intégrer tout ce que vous venez de dire. Même ce qui est complètement fou, on pense aujourd'hui qu'on a toutes plus ou moins le droit à avorter, ou le droit d'enfanter quand on le souhaite. Mais si une jeune femme de 22 ans, par exemple, tombe enceinte et décide de garder l'enfant, l'opprobre social qu'elle va se prendre va être immense. Et si à 35 ans, je décide d'avorter, l'opprobre social que je vais me prendre aussi est immense. Ces droits, ils sont quand même encore aujourd'hui très relatifs, non ? Alors, il y a différentes choses. C'est-à-dire qu'il y a le droit existe. Par exemple, en droit français, on peut avorter. Après, la question, effectivement, d'à quel point c'est accepté socialement, soit aussi de se séparer d'un enfant. Moi, j'en parle dans le cadre de l'adoption. On présente souvent la naissance sous le secret comme une option féministe pour les personnes qui se séparent de leurs enfants, mais on n'a rien fait pour rendre cette pratique acceptable socialement. Il y a eu le manifeste des 343, par exemple, où des personnes célèbres ont dit qu'elles avaient avorté, etc. Il y a eu tout un travail de fait pour tenter de légitimer la pratique. Rien n'a été fait, par exemple, pour légitimer la pratique de se séparer d'un enfant. Et moi, j'ai jamais entendu de personne dire « Oui, à 20, 15, 30 ans, je me suis séparée d'un enfant ». Et ça aussi, je pense que ça dit quelque chose de notre société. Oui, c'est vrai. Il n'y a jamais eu de tribune en disant « Moi aussi, j'ai accouché sous X ». Jamais. À ma connaissance. Enfin, à ma connaissance non plus. Ce qui est très intéressant dans ce que vous dites et ce que vous expliquez dans vos travaux, c'est que les notions de santé publique sont loin d'être neutres. La santé publique, c'est un appareil à la fois de contrôle et d'empouvoirment, en fait, sur nos corps. Très récemment, du coup, on l'a vu, en autorisant la PMA aux couples de femmes ou aux couples célibataires, on peut espérer que la société légitime un peu plus de nouveaux types, de nouvelles familles, dessert un petit peu la contrainte aux couples hétéronormés. Est-ce que c'est vrai dans les faits ? Aline Laurent-Maillard, je me tourne vers vous parce que vous avez fondé une famille, on peut dire, comment une famille queer, comment ça s'appelle la famille que vous avez fondée ? C'est hyper intéressant parce qu'on parle... les détracteurs, en tout cas, vont dire que ça va être des familles homo ou ce genre de choses, alors qu'en fait, c'est juste des familles dans lesquelles il y a des parents qui sont potentiellement homo, pas toujours. On rappelle que la bisexualité, ça existe. C'est ça. Et de même, on a tendance à penser qu'il y a d'un côté les familles homo, entre guillemets, alors que ça serait plutôt
peut-être des familles queer à la limite, dans le sens où ça sort de la norme, mais en tout cas des familles plutôt homoparentales. Et on sépare ça à l'inverse des personnes qui seraient célibataires, sans penser qu'il y a des intersections en fait, et que même dans les couples hétéros, il y a des couples hétéros qui sont queer, parce que, par exemple, ça peut être 2 personnes bi qui sont ensemble. Donc déjà, la façon dont on présente les choses est assez problématique, parce que ça consiste à voir les choses de façon très binaire, quoi. Il y aurait les hétéros d'un côté, les homos de l'autre, et ça se passerait à leurs enfants, et leurs enfants eux-mêmes deviendraient homos, deviendraient hétéros, alors qu'on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis ce serait totalement figé, ça veut dire si vous tombez enceinte, à un moment vous êtes célibataire, vous allez être mère célibataire pour le reste de vos jours. Si à l'instant vous faites un enfant, vous êtes avec une femme, ça y est, vous êtes une famille queer. Enfin, il y a aussi une idée qui est un peu complètement réductrice. Ouais, les choses évoluent. Et je voulais rebondir sur ce qu'on disait sur la justice reproductive. Là, j'ai encore reçu un message qui disait, donc parce que j'ai eu un enfant en tant que personne non binaire célibataire, et qui disait mais il n'y a pas de droit à l'enfant. Et la première réaction, c'est de dire ah oui, il faut s'opposer à tout ce que dit la Manif pour tous. Mais en fait, d'un certain côté, oui, il y a un droit à l'enfant. Ça s'appelle l'égalité, en fait. Pourquoi est-ce que des personnes queer n'auraient pas le droit à avoir une famille, en fait? C'est ça aussi pour moi la justice reproductive, c'est qui a le droit, qui a accès à la famille. Oui, c'est cette notion que je trouve passionnante, la justice reproductive, c'est ce dont on s'est rendu compte récemment avec tous les débats autour de la PMA. Je trouve c'est qu'en autorisant certaines personnes à avoir accès à certaines techniques, on leur dit vous avez le droit d'avoir un petit coup de pouce pour vous reproduire, alors que vous autres non, vous n'avez pas le droit. C'est comme si on disait toi t'as le droit d'avoir des enfants, toi non. Et puis en plus, au-delà de la question de la PMA et de la GPA aussi, il y a toutes les façons de faire des enfants non médicalisés. Qui sont accessibles, qui permettent... et qui sont hors du rapport Exactement. sexuel. Et c'est ce que tu disais, Amandine, le couple hétéro cis qui a eu des enfants avec une simple pénétration et qui vit sur soi, en fait, c'est quelque chose d'assez récent, parce que des queers qui ont eu des enfants, des célibataires qui ont des enfants, il y en a eu de tous les temps. Genre réellement, moi j'ai un ami qui a été élevé en coparentalité par un homme gay et une femme lesbienne qui se sont rencontrés grâce à des petites annonces. Ils ont pas eu besoin de la PMA pour avoir un enfant. Dans les récits aussi, enfin ils sont pas très mis en avant, mais on sait très bien historiquement qu'il y a eu plein de lesbiennes et d'homos qui se sont mis ensemble pour avoir des familles, qui se sont de femmes qui ont demandé à des amis de les aider, de faire un petit coup de voilà. Enfin c'est rien de révolutionnaire en fait. Là tout ce qu'on demande à l'heure actuelle, c'est d'avoir la même protection légales que les autres familles. Parce que les familles, alors certains les appellent les familles arc-en-ciel, elles existent depuis toujours. La seule question, c'est quels sont les droits, comment les enfants sont protégés, comment les parents sont protégés. Parce que c'est d'une grande violence de savoir que un de tes parents n'a pas le droit légal d'être ton parent. Et que, par exemple, si tu vas à l'hôpital, un de tes parents ne peut pas te suivre. Ça me fait penser au concept d'exclusivité parentale que vous développez dans votre livre Amandine Gay, qui est en fait extrêmement brutal. Vous dites la parentalité, c'est pas un jeu de chaises musicales. Parce qu'aujourd'hui, on est censé avoir un père, une mère, enfin 2 parents, c'est tout. Alors qu'en réalité, comme vous l'expliquez, dans plein d'autres sociétés, c'est beaucoup plus fluide, les figures évoluent. Et ce que vous avez raconté aussi, c'est que ce qui est très violent dans l'adoption, c'est qu'on efface qui sont vos parents biologiques, tout votre passé. On pourrait imaginer une adoption où les enfants adoptés ont 3, 4 parents. Enfin, de fait, de toute façon, les enfants adoptés ont 3-4 parents. Exactement, ils les ont, c'est vrai. Que vous viviez dans une famille monoparentale ou effectivement avec un couple, vous avez 3 ou 4 parents parce qu'il y a 2 personnes qui vous ont produite. Et donc, je pense que cette réalité-là, qui est effectivement que dans la psyché d'une personne adoptée, il y aura toujours 3 ou 4 personnes, même si effectivement on connaît pas ses parents de naissance, c'est quelque chose qui a été beaucoup, effectivement, c'est un impensé pour les adultes. Et je dirais qu'effectivement, moi, je parlerais plutôt du droit de faire famille que du droit à l'enfant quand même. Parce que je pense qu'il y a un vrai souci dans nos sociétés occidentales aussi, à penser les enfants comme des personnes qui ont elles-mêmes des droits. Oui. Et donc, je pense que justement, dans le désir des adultes de faire famille, que ce soit au travers de l'adoption ou dans d'autres formes de faire famille, ceux qui ont souvent disparu, celles et ceux qui ont disparu, c'est les enfants. Et dans l'adoption, on voit très bien qu'effectivement, dans cette focalisation sur le parcours du combattant des candidats à l'adoption, sur voilà, comment est-ce que le temps que ça prend, etc. Pendant tout le temps, la conversation était focalisée sur les adultes. Et pas sur quels seront les besoins de ces personnes quand elles vont grandir, d'avoir des origines biographiques, d'avoir accès à leurs antécédents médicaux, etc. La question s'est pas posée jusqu'à ce que les adoptés soient adultes et commencent à dire, en fait, moi, j'aimerais pouvoir être opéré. Moi, j'aimerais pouvoir savoir d'où je viens, etc., etc.
Et donc là, en fait, on a commencé un peu à repenser les lois. Et donc pour moi, la question de questionner l'exclusivité parentale et donc aussi de montrer en quoi c'est lié au capitalisme. Hein. J'ai dit la famille nucléaire après la deuxième révolution industrielle, c'est l'enfant comme propriété exclusive de deux parents. Et d'ailleurs aussi du coup, d'un point de vue de pouvoir s'approprier sa force de travail, parce qu'il faut pas oublier qu'à cette époque-là, les enfants travaillent. Et donc c'est aussi le moyen pour les pères de famille, pour les patriarches, de capter la force de travail des enfants. Et donc on oublie aussi souvent quand on regarde la société en termes de domination adulte, qu'il y a eu des mobilisations d'enfants. Et que beaucoup de ces mobilisations, et qui existent encore aujourd'hui dans les pays du Sud où les enfants travaillent, étaient autour justement de pouvoir garder son salaire en tant qu'enfant et de ne pas avoir à le donner à ses parents. Et donc pour moi, c'est vraiment aussi intéressant qu'on arrive à toujours penser ces questions-là aussi en se disant jusqu'où est-ce qu'on peut demander le consentement des enfants, comment est-ce qu'on peut penser la famille effectivement dans cette idée de circulation, et aussi comment on peut effectivement là revoir nos lois. C'est-à-dire qu'en France, on a ce qu'on appelle la fiction juridique. Et la fiction juridique, ça consiste, dans le cadre d'une adoption plénière, à réécrire l'acte de naissance d'une personne adoptée en disant qu'elle est née de ses parents adoptants. Et ça, en fait, c'était une technique à l'époque où les enfants adoptés étaient blancs et dans des familles blanches pour en fait faire disparaître l'adoption. Et aujourd'hui encore, la fiction juridique existe. Et moi, je suis pour que la fiction juridique disparaisse. Oui, parce que c'est forcément une aberration. On le voit bien dans votre documentaire derrière cette jeune fille. Je pense que les parents avaient plein de bonnes intentions. C'est une jeune fille qui vient de Corée, je crois. Et ses parents lui disent non, mais t'inquiète pas, t'es pas asiatique. T'es comme nous. Et elle se regarde dans le miroir. Elle voit bien qu'elle est asiatique. Enfin, j'imagine même pas à quel point c'est compliqué de se construire du coup dans ces conditions. Oui, parce qu'il y a la négation effectivement de l'expérience et du passé de la personne adoptée. Il y a vraiment cette idée qu'on est il y a une tabula rasa ou qu'il y a une deuxième naissance au moment où on est adopté. Mais en fait, de toute façon, il y a eu une première naissance. Donc on peut réécrire l'histoire tant qu'on veut légalement dans la famille en disant on est tous pareils, etc. La personne, elle sait très bien, je veux dire, elle a la manifestation physique qu'il s'est passé quelque chose avant. Et je pense que cette histoire d'avant, effectivement, elle a été fondée sur l'opacité dans le cadre de l'adoption. Et c'est vraiment quelque chose qu'on doit questionner de quoi ont besoin les enfants. Effectivement, ils ont besoin d'amour, d'encadrement. Ils n'ont pas besoin d'un nombre particulier d'adultes. Donc effectivement, d'où l'image des chaises musicales où en fait, j'ai un enfant, il a 5 parents, quoi. c'est pas compliqué pour l'enfant, c'est compliqué pour les adultes en fait. Et si je peux me permettre, sur la fiction juridique, on retrouve exactement la même chose avec la PMA. C'est-à-dire que jusqu'à finalement assez récemment, les personnels du SECOS, donc les centres qui gèrent les dons de gamètes, disaient non, il faut surtout pas dire à l'enfant. Et c'est pour ça qu'on se retrouve maintenant avec plein d'adultes qui découvrent généralement dans des circonstances assez difficiles, ça va être le divorce, le décès, ça va être une engueulade avec leurs parents, ils vont découvrir qu'ils ont été issus d'un don, et c'était une chose qu'ils ne savaient pas. Donc ils se sont construits toute leur vie comme les enfants adoptés en pensant que leurs parents étaient leurs parents biologiques, et ils découvrent en fait que leur vie s'est construite autour d'un mensonge. Et ce mensonge, il est très grave en fait. On voit les enfants et on fait semblant, on leur cache en fait leurs origines. Et ça, c'est hyper problématique. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a autant de problèmes. Et ça a été permis, pourquoi ? Par la loi. Et toujours à l'heure actuelle, on a beau avoir légalisé, ouvert la PMA aux couples de femmes et aux personnes célibataires, on voit bien qu'on essaye toujours de garder ce mythe, parce que les couples qui sont dits hétéros vont avoir sur leur livret de naissance juste le nom des deux parents, et puis c'est tout. Mmh. Les couples de femmes, va y avoir marqué sur le livret de famille que l'enfant est né d'une PMA. Comme si c'était pas une évidence dans tous les cas. Oui. Donc c'est-à-dire que on remet une couche de cet enfant est né de lesbienne ou c'est sale, et en revanche pour les hétéros, on va rien marquer. Ah, ça veut dire que si vous êtes un bébé hétéro né d'une PMA, on le marque pas sur votre livret de famille ? Exactement. Alors que d'accord. Ah oui, alors que si vous êtes né d'un couple de femmes, on va le préciser. Exactement. Donc même si maintenant dans les sécos on dit il faut prévenir l'enfant, lui en parler au fur et à mesure, à chaque fois en disant voilà, il y a eu une petite graine, il y a eu un petit œuf, tout ce qu'on veut dire au fur et à mesure où il grandit l'enfant, les parents sont pas obligés de suivre ce conseil et peuvent toujours continuer de prétendre que l'enfant est né des deux parents, parce que, et là on parlait de patriarcat, mais on est vraiment de capitalisme, on est aussi sur du patriarcat, parce qu'il y a cette idée qu'une femme qui n'arriverait pas à enfanter, un homme qui n'arriverait pas à donner, à avoir des spermatozoïdes bien virils qui arrivent droit au but, tout ça ferait des parents en fait moins que des vrais parents, et donc il faut à tout prix cacher cette faiblesse, cette incapacité de performer son rôle féminin, masculin. Ça me plonge dans des abîmes de réflexion. C'est vraiment passionnant tout ce que vous dites. Ça me fait repenser à quelque chose que vous expliquez dans votre livre aussi, Amandine Gay. Vous expliquez avoir donc été adoptée et vous expliquez subir
tout au long de votre vie ce que vous appelez le fardeau du récit. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous rencontrez une nouvelle personne, vous devez raconter votre histoire, expliquer, vous êtes confronté à des diverses réactions de mépris, des questions intrusives, etc., des réactions de pitié. J'ai trouvé cette notion du fardeau du récit extrêmement éclairante. Il me semble que c'est une des ruses que prend le patriarcat ou le capitalisme pour punir quelque part tous ceux qui sortent un peu du droit chemin, qu'on les choisit ou pas, parce qu'on n'a pas choisi, vous n'avez pas choisi d'être adopté. Et je me demandais, est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose que vous ressentez encore, ce fardeau du récit ? Alors oui, non, c'est sûr que moi, la question du fardeau narratif, je la ressens plus aujourd'hui, parce qu'en fait, moi, j'écris, donc c'est ça. Oui, vous avez sublimé le fardeau narratif. Donc du coup, moi, c'est moi qui choisis ce que je veux raconter quand je veux le raconter. Mais c'est vrai que par contre, c'est pas une question qui a disparu des cours d'école. Bon, voilà, là, je termine la promo, et j'ai eu plein de parents qui sont venus me voir pour me dire, vous savez, ça a pas changé. Moi, mes enfants, on continue à les questionner sur où est leur vraie maman, et pourquoi ils ont été adoptés, etc., etc. Et ça, je pense que c'est, en tout cas, moi, c'est aussi pour ça que je travaille. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que pour ça que tout le monde travaille autour de cette table, pour changer les représentations. C'est-à-dire qu'en fait, on nous présente comme étant normal ou dans la norme un modèle de famille qui, si on regarde justement les familles monoparentales, les familles recomposées, les familles queer, en fait, la famille nucléaire, moi, je pense que c'est plutôt ça qui est de l'ordre du la normale, du détail. C'est clair. Et je le vois d'autant plus en travaillant sur ces questions que quand les gens commencent à vous raconter leur vie, et moi, c'est vrai que ça arrive beaucoup, surtout quand on travaille sur la famille, vous montrez un film, à l'issue de la projection, les gens racontent leur vie. Je veux dire, les questions d'adoption informelle, comme je le disais au départ. Oui, parce que moi, en fait, mon grand-père, c'est pas mon grand-père biologique, mais il a reconnu tous les enfants de ma grand-mère, etc. Et alors moi, en fait, ma mère, elle a eu des enfants, en fait, c'était en Algérie, et du coup, voilà, c'était des jeunes filles qui ont été violées par des colons, et du coup, j'ai retrouvé par les tests ADN mes grands-pères biologiques, etc. Moi, je passe ma vie à entendre ce genre d'histoire. C'est-à-dire que quand mon magnétiseur qui me dit, là, on a été contacté par test ADN, par en fait un des enfants naturels de mon grand-père, etc. Et là, on est sur des familles bien blanches, françaises, classiques. Et donc ça aussi, en fait, il faut admettre ce qu'ont été les familles, ce que sont les familles, comme tu disais au départ, Aline. En fait, la famille nucléaire, je pense que c'est vraiment un modèle anecdotique, en fait. Et donc l'enjeu pour moi, c'est qu'en changeant les représentations, on va éviter ces violences qui sont faites aux enfants, parce que ce soit effectivement de pas pouvoir être accompagné par ses parents à l'hôpital, que ce soit effectivement de se retrouver à devoir toujours justifier pourquoi on est là, ce qui s'est passé, alors qu'en fait de façon générale, tous les êtres humains en règle générale ne savent pas exactement pourquoi ils sont là, ou ça dépend du souhait de quelqu'un d'autre. Mais pourquoi est-ce que nous on devrait déplier notre récit de vie à chaque fois à la pharmacie? Et c'est ce que je dis aussi, c'est toujours dans des contextes complètement saugrenus. C'est-à-dire on est à la plage avec mes parents, puis il y a des gens qui arrivent et qui les félicitent parce qu'ils m'ont adopté, etc. Je veux dire, en tout cas, ça nous mettait mal à l'aise. Bien et puis, ça énervait ma mère. Et je veux dire, il faut aussi que le reste de la société accepte la société telle qu'elle est. Et donc, se rendre compte que, oui, en fait, c'est pas nous qui sommes en dehors de la norme, c'est juste que peut-être cette norme-là, en fait, est complètement dépassée ou même n'a jamais existé. Aline Laurent-Maillard, j'imagine, dans votre situation, est-ce que le fardeau du récit, c'est quelque chose que vous coltinez aussi? Alors, je pense que le fardeau du récit, pour mon enfant, il va être là, très clairement. Alors que pourtant... des femmes qui ont eu des enfants seules, ça a toujours existé. Les réflexions, les jugements, c'est quelque chose auquel vous êtes confrontés? Alors, moi, j'ai pas eu de problème, honnêtement, dans ma vie personnelle, que ça soit mes proches, ma famille, mes amis. J'ai eu aucun commentaire. Je veux dire, nos questions, c'était genre... Comment est-ce que tu fais pour que ça se passe le mieux possible, que ça soit la meilleure, que tu choisisses la meilleure option, celle qui te va le mieux, celle qui sera la mieux pour ton enfant, parce qu'il y a tellement de possibilités pour créer famille. Donc on a bien sûr l'adoption qui est au centre de la discussion aujourd'hui, mais on a aussi la coparentalité, on a aussi être famille d'accueil, c'est aussi une possibilité, un autre type de famille. On a effectivement, alors j'ai dit la PMA depuis tout à l'heure, mais je parle bien d'une PMA avec don de gamètes, parce que les PMA... Encore une fois, on parle de PMA, mais en fait, vraiment, c'est hyper fréquent la PMA sans don de gamètes, et avec don de gamètes, c'est quand même déjà pas mal fréquent, donc sans don de gamètes particulièrement. Et donc voilà, donc pour moi, c'est toutes ces questions, c'est aussi ce que j'explore dans le podcast à la recherche du sperme parfait, c'était trouver la bonne solution. Est-ce qu'on prend un donneur, anonyme, pas anonyme? Moi, à un moment, j'avais demandé à un pote qui était d'accord, qui du coup aurait eu une sorte de rôle de parrain, mais pas de père. Et voilà, donc pour moi, la question autour de moi, ça a vraiment été ça. Comment est-ce qu'on choisit la meilleure façon? Et c'était juste les gens qui étaient qui cherchaient à me protéger. En revanche, ce qui a été violent d'une certaine façon, et encore, moi, je suis bien dans ma peau.
Et c'est ce que j'explique dans mon podcast Free From Desire. Moi, j'ai toujours su depuis que j'étais gamine que j'allais avoir un enfant seul. Donc, il n'y a pas de violence dans mon parcours, en fait. Je suis bien, je suis à l'aise. Mais je pense à toutes les personnes qui ont des enfants seuls, de façon soit par dépit, parce qu'elles n'ont pas réussi à trouver la personne qui leur fallait, soit accidentellement. Et là, je trouve qu'il y a une énorme violence. Parce que tous les sites internet, que ça soit pour acheter des vêtements, pour se préparer, pour obtenir des réponses, que ce soit les formulaires à la maternité, tout, en fait, dans le monde de la parentalité, part du principe que c'est un homme et une femme. Alors, c'est légal depuis 2013, on est reconnu, qu'il est reconnu qu'on peut avoir notamment des couples homo, mais dans les papiers, c'est toujours pas le cas. Moi, à ma maternité, ça m'a choquée. Je suis arrivée, je remplissais un papier. C'est une maternité très progressiste. Et il y avait marqué statut parental, marié, divorcé, autre. Puis on vous demande tout le temps, il est où le papa, il est où le mari? Et puis il y avait marqué mère, père et tout. Je suis arrivée, je leur ai dit, mais j'ai vu la sage-femme, je lui ai dit, mais moi j'ai eu une crise de panique, quoi, pratiquement en voyant ça. Je veux dire, est-ce que vous allez être capable de vous occuper de moi, en fait? Parce que moi, je suis autre, mais enfin, je suis pas, en plus, je suis non-binaire, donc j'étais là, genre, mais c'est complètement dément, votre papier, il y a aucune case qui me concerne, en fait. Et on voit ça tout le temps. Moi, un exemple que je donne toujours, c'est, j'ai fait un cours de yoga. La prof de yoga me connaissait, elle connaissait mon histoire personnelle. Et c'était un cours du coup de yoga prénatal. Et à un moment, elle explique que le bébé sort pour découvrir le visage de son père dont il a entendu la voix. Ouais. Et en fait, du coup, j'ai pas réussi à faire la suite du yoga. Du coup, les autres, ils sortent pas, quoi. S'il y a pas la voix du père, tu restes toute ta vie dans le bidon. Et je peux vous dire qu'à 8 mois, j'avais pas du tout envie qu'il reste toute ma vie dans mon bidon. Et ça, c'est une vraie violence. Et c'est comme ça partout. Les sages-femmes, enfin, rien n'est fait, en fait, pour prendre en considération les familles hors normes. Or, en fait, je veux dire, surtout à Paris... Mais c'est une forme de harcèlement, presque, en fait, parce que c'est toujours un rappel. En fait, toi, tu n'es pas normal. Toi, tu ne fais pas comme les autres. Toi, tu n'as pas réussi à faire comme les autres. Selon moi, c'est une forme de harcèlement. Oui, complètement. Et puis, c'est une violence, c'est de dire aux autres, parce que il y a l'injonction avant, et puis il y a la façon dont on te traite après, quoi. Et je trouve que c'est scandaleux. Et j'ai cherché, en fait, statistiquement, j'ai cherché à savoir combien il y avait de personnes qui avaient des enfants seuls. Combien de femmes accouchaient seules? Je n'ai pas trouvé ce chiffre. Ça n'existe pas. Je n'ai pas trouvé ce chiffre. J'ai regardé les chiffres, du coup, le registre des naissances, etc. Ce qui est quand même assez dingue, c'est que c'est simple à savoir. Oui. Il suffit de regarder qui a un seul parent qui est inscrit à la naissance. Et ben, alors, si quelqu'un l'a trouvé, moi je le veux bien, mais j'ai demandé aussi dans les groupes de mères célibataires, personne n'a réussi à trouver ce chiffre. On sort quand même de toute une phase de débat sur la PMA, l'ouverture notamment aux femmes seules. Est-ce que quelqu'un aurait pas pu faire une étude à ce moment-là? Si l'INSEE n'a pas ces chiffres, on aurait très bien pu commander une étude en appelant un certain nombre de foyers, demandant dans quelles conditions vos enfants sont nés. Est-ce qu'ils sont nés d'une adoption, avec un parent, avec 2 parents, avec 3 parents, avec 4 parents? Quelles sont les orientations sexuelles des parents? Ça n'a pas été fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une non-recherche sur nos familles qui est hallucinante. Une négation. C'est le silence. Ça me fait penser à un extrait d'une conversation qui a eu lieu entre Juliette Drouard, auteur de Sortir de l'hétérosexualité, et notre amie Victoire Taillon, qu'on ne présente plus, qui a le podcast Le cœur sur la table, qui traite exactement de ce sujet. J'aimerais qu'on écoute cet extrait. C'est très bref, mais c'est extrêmement éclairant. Ça me permet de dire un truc que je trouve fondamental et très important, que j'ai oublié de dire, mais j'essaye de dire en interview. C'est que moi, je suis... En fait, j'ai pas de mots pour la rage que je ressens, vraiment, sur l'invisibilisation, mais totale, du côté absolument inhumain de laquelle on prive les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles de parentalité. C'est absolument inhumain, en fait. Et même les personnes LGBTQI, en fait, ont intégré que c'était normal. Parce que si on disait pour n'importe quelle autre catégorie sociale de personnes, parce que c'est des catégories sociales, encore une fois. Vous, non. Mais laisse tomber. Si je disais à un groupe de personnes hétérosexuelles, en fait, vous n'aurez pas d'enfants, mais ça change ta vie, en fait. Ça change ton rapport à la mort, à la vie, à la transmission, à matériel. Comment tu vieillis, ça change tout. Je vais vous dire, voilà le taux de dépression. Voilà le taux de conduite suicidaire. Et je pense que ça, c'est complètement sous-estimé parce qu'on est tellement influencé par la naturalisation de la parentalité hétérosexuelle qu'on réalise même pas, mais à quel point ça nous fucked up. Parce que le message envoyé, c'est franchement, ta vie, ça vaut vraiment pas la peine d'être transmis.
Donc, est-ce que ça vaut la peine d'être vécu? Ça, j'en sais rien. Et en plus du fait que, du coup, au-delà de réinventer l'amour, on est obligé de réinventer la poudre à chaque fois, parce que les vécus queer ne se transmettent pas. Je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper... vraiment très riche dans ce qui est dit ici, et en expliquant aussi que notre société, en gardant la main sur qui peut faire famille, garde la main aussi sur quel type de récits sont transmis. Et moi, je pense que c'est aussi pour ça que les mères célibataires, comme on les appelle, sont autant stigmatisées. C'est parce qu'elles transmettent le récit qu'on peut faire famille, faire sa vie, mais sans un mec. Et que cette idée, elle est tout simplement révolutionnaire. Qu'est-ce que vous en pensez, Amandine Gay ? Oui, je pense que... Alors après, moi, j'essaie toujours d'aller vers des choses, on va dire, un peu optimistes. Je pense qu'il faut aussi se rendre gloire à nous-mêmes en tant que personnes queer, LGBT, etc. On a fait un bon travail de transmission. Moi, je parle justement dans le livre de la citation d'Hector Extravaganza, qui était donc d'abord un house father, puis un house grandfather dans le monde du voguing, et qui disait, voilà, le sang ne fait pas la famille, c'est les gens qu'on choisit. Et je pense que si une chose qu'ont bien prouvé les communautés LGBT, c'est la capacité à se créer d'autres familles, la capacité à transmettre différemment, mais à continuer à transmettre nos histoires. Il y a énormément de personnes créatives chez nous, il y a énormément de personnes organisées, mobilisées, etc. Voilà, moi je pense aussi au travail d'Act Up, je pense au travail des personnes qui militent pour qu'il y ait des archives LGBT à Paris, etc. Donc je pense aussi que quand on vit des discriminations, on doit aussi faire preuve d'innovation, et comme Aline l'a dit plus tôt aussi, on a fait nos familles depuis toujours. Le problème, c'est effectivement la protection légale de nos enfants et la protection légale de tous les parents qui constituent ces familles. Et donc moi, c'est sûr que c'est là aussi que j'essaye de m'engager, de dire encore une fois, regardons. Et on n'est même pas obligé de regarder les pays du Sud. Regardons le Canada, où dans certaines provinces du Canada, il est possible d'avoir jusqu'à 4 personnes sur l'acte de naissance d'un enfant. Je veux dire, il s'agit de choix politiques. Le jour où on décide qu'on peut légitimer plus de 2 personnes comme étant les parents d'un enfant, c'est fait, c'est terminé. Je veux dire, c'est juste une disposition de loi, c'est un choix politique. Et donc là, effectivement, c'est aussi à nous de nous mobiliser. Il y a déjà eu effectivement un premier combat de gagné avec le mariage pour tous, et puis donc l'ouverture de l'adoption aussi déjà pour les couples homosexuels. Mais c'est vrai qu'il y a l'enjeu aussi d'aller voir comment ça se passe dans les faits. Et ça, j'en parle souvent. Il y a, je crois, 2 ou 3 ans, il y a une conseillère, donc c'était une élue Génération, qui a démissionné du Conseil de famille de Paris parce qu'elle disait que depuis 2012, et donc ça faisait déjà 6 ou 7 ans, le Conseil de famille de Paris n'avait jamais apparenté un enfant avec un couple de lesbiennes ou un couple de gays. Et donc, du coup, la loi a changé en 2012. Mais en fait, et donc, ces couples-là obtenaient des agréments pour l'adoption, mais au moment de l'appariement, quel moment on place un enfant dans une famille, là, on ne leur donnait jamais les enfants. Et là, je pense que c'est encore aussi à nous, en tant que personnes LGBT, QIA, etc., d'aller regarder. Et là, je pense aussi, on se rejoint complètement sur cette question aussi des statistiques. C'est-à-dire que, en fait, c'est à nous aussi d'imposer ça, que les choses soient comptabilisées, qu'on aille voir à toutes les étapes quand est-ce qu'on est discriminé, parce que ça existe aussi dans le don de gamètes, par exemple, l'accès aux gamètes pour les personnes noires. Moi, j'ai fait donc une vidéo pour l'agence de la biomédecine pour encourager les personnes noires à donner leurs gamètes. Parce que c'est pareil, dans les faits, tout le monde peut faire famille au travers de la PMA. Dans la pratique, même les hétéros noirs, en fait, c'est 7 à 10 ans d'attente pour obtenir des gamètes. Donc en fait, il y a techniquement pas de possibilité de faire de PMA, quasiment pas, pour les personnes noires en France, avant même qu'on arrive à l'ouverture aux femmes seules et aux couples de lesbiennes. En France. Parce que ce que font en fait plein de personnes, c'est qu'elles vont à l'étranger, même si elles sont hétéros, et ça va continuer encore pour les personnes célibataires et en couple de femmes, d'aller à l'étranger, parce que c'est juste plus simple. C'est plus simple parce que moi, honnêtement, là, je prends le téléphone, j'appelle ma banque de sperme au Danemark, dans 3 jours, je suis livrée du sperme. En France, ça va me prendre un an. Je pense minimum 1 an, sachant vu les files d'attente et vu qu'il y a déjà plein de centres, donc les fameux sécos, qui disent aux femmes célibataires et aux couples lesbiennes, pas dans toutes les régions, pas tous les sécos, mais certains, ah oui, mais vous n'êtes pas prioritaire. Oui, tout à fait. Le droit existe en théorie, mais en pratique, ce qui a été montré, c'est qu'elles sont les femmes célibes. Voilà, je veux dire, ça vient d'être ouvert. Voilà. Et déjà, on voit la discrimination juste à l'inscription sur les listes. Et pareil pour les personnes racisées, on voit très bien que des gamètes, par exemple, pour des personnes afropéennes, en fait, elles peuvent en trouver aux États-Unis. Alors, mais il faut tout un autre budget, en fait. Bien sûr. Parce que du coup, ça fait qu'il y a que les riches qui peuvent le faire. Exactement. Suffisamment riches. Il faut partir. Et c'est aussi la question dans les
en Caraïbes, du coup, à la Guadeloupe et à la Martinique, c'est comment est-ce qu'on fait pour se procurer du sperme? Quelles sont les sécos qui sont disponibles pour les personnes? Est-ce qu'il vaut mieux, du coup, commander de France, du Danemark, aller voir aux États-Unis? C'est pas les mêmes réglementations. Donc, il y a toutes ces questions-là, quand même, qui sont... c'est politique. Et effectivement, politique, on en revient à la justice reproductive parce que là, effectivement, on voit les enjeux de classe qui peut se permettre d'aller à l'étranger. On voit aussi les enjeux d'inégalité territoriale et d'inégalité sociale de santé parce qu'effectivement, le CHU de la Guadeloupe a brûlé en 2017. Il n'a pas été reconstruit, donc c'est un sécos en moins. Il y a seulement celui de la Martinique, mais en fait, c'est déjà pas rapide et peu cher, le trajet Guadeloupe-Martinique, par exemple, ou Guadeloupe-Hexagone. Après, il y en a un dans l'île de la Réunion. Et donc voilà, il y a vraiment tout cet enjeu des inégalités territoriales aussi. Et donc vraiment, arriver à prendre tout ça, le mettre à plat, effectivement comprendre qu'il y a certains droits, même quand ils existent en théorie, dans la pratique, c'est toujours bouché, voilà, pour les personnes racisées, les personnes seules, les personnes LGBT, et qu'encore une fois, ça demande des combats politiques aussi, et puis des mesures. Moi, c'est clair que je fais l'argument pour les statistiques ethniques, mais bon, comme l'a montré Aline, il y a même besoin de statistiques sur tous les champs, y compris sur, voilà, quelle est la proportion de femmes seules qui ont des enfants, etc. Parce que c'est le gros problème de la France, c'est aussi un refus du pragmatisme et un refus de compter. Et tant qu'on compte pas, en fait, on n'a pas une photographie claire de ce qui se passe sur un sujet donné, et donc on peut pas résoudre des problèmes si on n'est pas en mesure de les mesurer déjà pour commencer. Dans votre livre aussi et dans votre travail, Amandine Gay, il y a une question que vous soulevez qui est au cœur de votre travail, qui est l'adoption d'enfants transnationaux ou l'adoption d'enfants qui partent à l'autre bout du monde pour leurs parents adoptifs. Vous dénoncez l'hypocrisie humanitaire qui entoure les discours autour de l'adoption. Est-ce que pendant des années, en fait, l'adoption internationale, ça a été une forme de, peut-être même de kidnapping pour parents blancs en mal d'enfants ? Ce que je dirais, c'est surtout qu'encore une fois, ça a permis de centrer toujours les adultes. C'est-à-dire que quand on déplace un enfant d'un pays vers un autre, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une disposition pour l'enfant ? Oui, parce qu'il y a quelque chose, vous donnez un exemple qui est extrêmement parlant, parce qu'à chaque fois on dit c'est merveilleux, ces parents qui adoptent des enfants pour l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais pourquoi c'est pas eux qui partent dans le pays d'origine de l'enfant, justement pour lui donner une famille ? Pourquoi c'est lui qu'on déracine ? Exactement. Et là, en fait, quand on se pose vraiment la question, on se rend compte que c'est juste plus facile de déplacer un enfant que pour des adultes de choisir de changer de langue, changer de pays, trouver un travail dans ce nouveau pays, etc. Et que pourtant, il y a des gens qui choisissent de se déplacer pour un travail. Oui. Donc on le fait pour un travail, mais on le fait pas pour un enfant. Donc c'est pour ça, pour moi, il y a vraiment une question des rapports de pouvoir aussi adulte-enfant qui n'ont pas été thématisés, qui viennent se greffer sur des inégalités économiques, parce que l'adoption, c'est aussi une question de classe. Ce sont les enfants des pauvres et des familles précaires qui sont adoptés dans les familles classe moyenne supérieure. Ce sont des enjeux géopolitiques, parce qu'on va pas dans n'importe quel pays, on va dans les pays du Sud, ou on va dans les pays de l'Est, à des moments où c'est des moments de grande, on va dire, instabilité dans ces pays-là, qui soient liés à des catastrophes naturelles, à des guerres, à des famines, à des épidémies. Mais tout ça aussi, c'est lié à l'impérialisme. Ce sont des pays, très souvent, quand on regarde, par exemple, le Vietnam, je sais pas, Haïti, etc. Nous, on a eu aussi notre part dans la déstabilisation de ces pays-là. C'est des pays qui, à des moments, soit instables économiquement, politiquement, parce qu'on les a colonisés, parce qu'on les a vidés de leurs ressources. Et si on considère les enfants, eux aussi, elles et eux aussi, comme des ressources, ce qui est le cas, je veux dire, il y a des politiques démographiques en France. On réfléchit à comment est-ce qu'on va s'assurer de maintenir un taux de natalité assez important, etc. Donc, en fait, les enfants ont toujours été vus comme un enjeu politique du point de vue de l'État, mais beaucoup moins du point de vue des citoyens et des citoyennes, et même des féministes. Et moi, c'est ça, effectivement, aujourd'hui, qui me passionne, qui me mobilise beaucoup, c'est de me dire comment est-ce que on a pu se désolidariser aussi longtemps de la condition des enfants. Que ce soit, par exemple, dans la question des violences sexuelles. En fait, la première violence sexuelle, c'est l'inceste. Oui. C'est là-dessus qu'on devrait être mobilisé en premier, et c'est toujours pas vraiment le cas. Que ce soit dans la question du faire famille et de, effectivement, c'est quoi l'intérêt supérieur de l'adopter ? Est-ce que c'est vraiment d'être déplacé d'un pays vers un autre, ou c'est effectivement de pouvoir avoir une famille et donc de pouvoir, par exemple, être parrainé dans son pays ? Ou à l'inverse, il y a des personnes en France qui sont pas adoptables en adoption plénière, mais comme Aline en a parlé, elles peuvent être placées en famille d'accueil, elles peuvent être adoptées en adoption simple, etc. Mais est-ce qu'on est prêt à faire famille avec des enfants grands ? Est-ce qu'on est prêt à faire famille avec des enfants qui ont encore une famille ? Est-ce qu'on est prêt à faire famille avec des enfants en fratrie, etc. Ou est-ce que ce qu'on désire, ça reste le nourrisson, si possible blanc, en bonne santé, etc. Et donc c'est pour ça que moi je pense qu'il y a vraiment besoin de travailler sur les représentations, sur ce que ça veut dire pour chacune la famille, et de comprendre en quoi parfois, même si on appartient à des catégories discriminées, on peut à son tour
pour faire sienne des représentations qui, pour moi, sont éminemment impérialistes, capitalistes et réifiantes pour les enfants. Moi, j'ai rencontré mon fils quand il avait 7 ans. Ce n'est donc biologiquement pas mon fils. Il a 17 ans aujourd'hui. Moi, c'est mon fils. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. Et on est 4 à faire partie de sa famille en tant que parents. On est énormément de familles comme ça. Et pour moi, l'enjeu, c'est plutôt est-ce que les enfants nous choisissent. Et à 7 ans, c'est eux qui vous choisissent, quoi. Ouais. À 7 ans, il faut attendre que lui, il veuille bien vous faire clair. partie de sa famille. Et c'est ça aussi. Ça nous demande à nous de repenser notre rapport aux enfants. C'est ça. Moi, mes parents, ils ont demandé à mon frère s'il voulait être adopté. Pas un rapport capitaliste, c'est mon enfant à moi, rien qu'à moi. Non, c'est ça, c'est Et puis pas un considéré rapport comme une personne autoritaire. C'est ça. Il y a aussi cette question de se dire, c'est pas genre, maintenant que je suis avec ton père, Voilà. je suis c'est pas ça, c'est pas ça. On va apprendre à se connaître. et puis un jour, on va faire famille ensemble, mais c'est un choix mutuel. Et ça, je pense que ça nous ferait du bien à toutes et tous de voir les enfants comme ça. Merci beaucoup, c'est passionnant. Je suis juste contrainte de vous interrompre quelques petites secondes. On se retrouve juste après cette petite pause. Merci d'être avec nous, c'est toujours On peut plus rien dire. Nous sommes en train de nous demander pourquoi est-ce qu'il faut encore être cis-het pour faire famille et comment faire exploser ces schémas qui sentent la naphtaline. Avant de continuer à échanger, j'aimerais qu'on écoute Fabienne Lacoude, qui est autrice de la newsletter féministe sur la parentalité Mère alors et créatrice de MILF Media. Alors, Fabienne Lacoude, vous le dites vous-même, de l'extérieur, vous êtes la maman blanche, hétéro, de classe moyenne, pile poil dans les critères de la société. Pourtant, c'est l'expérience de la maternité qui vous a rendue féministe. Pourquoi ? Alors, l'expérience de la maternité m'a rendue féministe parce que quand je suis devenue mère, en fait, les choses se sont pas du tout passées comme je l'avais imaginé. La réalité, elle m'est un peu tombée dessus. À vrai dire, je me la suis prise en pleine face. Et je m'y attendais pas, et donc je pensais que tout se passerait de manière très évidente et très naturelle et que ce serait très simple. À vrai dire, je m'étais pas posé beaucoup de questions en fait avant de devenir mère, parce que pour moi ça a marché très facilement. Je suis tombée enceinte très facilement, donc les questions je me les suis posées après, un peu trop tard. Et en fait, je me suis rendu compte que ça avait rien d'évident, rien de naturel, ni les sentiments qu'on peut ressentir à l'égard de son enfant. En fait, c'est pas si simple que ça, c'est pas si automatique que ça. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, l'instinct maternel, c'était un peu la grosse arnaque. Et puis, il y a l'aspect des sentiments, puis il y a l'aspect du bonheur. Voilà, pour moi, ça a pas été évident d'aimer ça. Ce que je trouve intéressant, vous racontez dans les articles que sur votre site MILF Media ou dans votre newsletter, que c'est très difficile de se sentir libre de ses décisions quand on est mère, parce que la moindre de ces décisions va être commentée ou jugée par tout un tas de personnes autour de soi. Ouais, tout à fait. Il y a vraiment ce sentiment que moi j'ai ressenti très fortement et que je ressens encore beaucoup quand je suis par exemple dans l'espace public avec ma fille, c'est que tout ce qu'on fait en fait est scruté en permanence, comme si on était sans arrêt mise sous le regard social. Il me semble que c'est beaucoup moins présent pour les pères d'ailleurs, qui, quoi qu'ils fassent, sont absolument formidables, alors que les mères... Bien sûr, évidemment, voilà. Les mères, c'est jamais assez, et les pères, c'est déjà pas mal. Voilà, j'ai l'habitude de dire ça comme ça. Et du coup, c'est vrai que la manière dont on nourrit son enfant, dont on le couche, dont on le porte, dont on lui parle, dont on l'éduque, enfin, peu importe quoi qu'on fasse, tout est toujours observé. Ce qui effectivement rend difficile en fait cette espèce de spontanéité, d'intuition un peu, qui serait effectivement intéressante quand on est parent. Je pense que c'est une faculté qui est importante à cultiver, mais en fait il y a beaucoup de signaux qui brouillent en permanence en fait la relation spontanée qu'on pourrait avoir avec son enfant, qui au fond en fait n'est qu'un autre être humain, et donc comme dans toute relation, ça demande en fait de la communication, de l'échange, du tâtonnement. Et ça, en fait, c'est très compliqué de pouvoir se sentir libre de l'explorer. C'est comme si vous dites, vous racontiez que c'est comme si, quelque part, l'enfant appartenait à toute la société, donc que tout le monde se sentait autorisé à faire des remarques, mais qu'en même temps, vous étiez seul à devoir aussi l'élever, donc tout le monde fait des remarques, mais personne ne propose son aide. C'est ça, exactement. Il y a vraiment...
Il y a vraiment ce poids social qui ne pèse que en négatif, et pas du tout en positif. On pourrait se dire que c'est chouette d'avoir une société qui prend en charge les enfants et les parents, de se dire que les enfants, les familles appartiennent à tout le monde et que du coup tout le monde se sent une forme de responsabilité. Le fait est que c'est pas du tout le cas, en tout cas dans nos sociétés occidentales, et que du coup il y a juste le poids du jugement, mais il n'y a pas le côté positif qu'on pourrait en attendre de ok, mais du coup je t'aide un petit peu, je te file un peu un coup de main pour t'occuper des gosses, etc. Non, en fait on est quand même très très isolé. Je pense que c'est une autre chose qui nous tombe dessus quand on devient mère, et je pense que c'est difficile de mesurer avant à quel point ça va être profond et difficile. C'est l'isolement, la solitude, en fait, ce sentiment vraiment qu'on a une énorme responsabilité qui ne pèse que sur soi, et avec personne, en fait, qui est tout à fait prêt à nous écouter ou à nous aider. C'est fou. En tout cas, ça pousse à réfléchir. Et dans un autre article passionnant que vous avez écrit qui s'appelle « De la maman calme à la maman queer », vous expliquez que la maternité, c'est finalement un des moyens les plus puissants de se conformer à la performance de genre. En fait, on nous prépare tellement pas à ce que la réalité de la maternité, à la solitude que vous décrivez, que c'est peut-être aussi que pour ça que les femmes tombent de haut. C'est qu'elles ont l'impression que ça va être une façon d'être pleinement une femme, et en fait, c'est que le début des galères. Oui, complètement. Il y a vraiment ce côté très paradoxal. Quand on devient mère, on fait exactement ce qu'on attend de nous, en fait, depuis qu'on est toute petite. C'est-à-dire que, voilà, on généralise, bien sûr, mais ça fait partie quand même vraiment de la socialisation des petites filles, des jeunes femmes, que d'envisager d'être mère un jour. Et donc, y a voilà cette idée selon laquelle, quand on va accomplir ce rôle-là, se conformer à ce rôle-là, on aura fait ce qui était attendu de nous, et qu'on va peut-être enfin nous foutre la paix, parce qu'il y a aussi un peu ce truc quand même qu'on nous fout jamais la paix quand on est des femmes pour quoi que ce soit. Et non, en fait, toujours pas. En fait, c'est pire. Ça en rajoute une couche. Et y a toujours, en fait... oui, cette forme de jugement, des attentes très 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 importantes, assez permanentes aussi, et en fait du coup non, c'est pas plus simple, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer avant. Et dans ce que vous racontiez dans ce billet, c'est qu'en ayant échangé avec des mamans queer, c'était le soulagement de certaines personnes de leur entourage en disant « Ah bon, t'es lesbienne, mais au moins t'as fait un bébé, donc t'es quand même un peu normale. » Ça, je trouve ça incroyable. Exactement, et c'est vraiment ce truc de l'ultime conformité. On est mère, donc ça va, on fait quand même un truc de conforme à ce qui est attendu de nous dans la société. Et effectivement, les parents queer, les mères lesbiennes en particulier, ont ce paradoxe d'être marginalisées ou hors normisées, on va dire, dans la société. Et puis en fait, quand elles deviennent mères, on considère qu'enfin elles font une bonne chose. Mais ce qui est à double tranchant pour elles, parce que du coup elles peuvent pas vraiment se permettre d'exprimer ou d'exercer leur parentalité exactement de la manière dont elles le voudraient. On leur demande peut-être encore plus de performer une forme de conformité, quoi, d'être la mère un peu idéale, parce que comme elle dévie de la norme déjà tellement par ailleurs, ce serait bien quand même qu'en tant que mère, elle fasse exactement ce qui est attendu d'elle. Et certaines m'ont effectivement raconté que du coup elles se mettaient une pression supplémentaire du fait d'être lesbienne, d'être soit lesbienne et mère solo, soit lesbienne et mère en couple. En tout cas, ce truc de vouloir absolument être parfaite, parce qu'elles sont encore plus sous le regard, et notamment de l'institution quand même, qui est du coup quelque chose qui pèse là pour le coup beaucoup plus sur elle que sur moi, par exemple, en tant que mère hétéro, quoi. Entendu. Merci beaucoup, Fabienne Lacou. C'était hyper intéressant de discuter avec vous. Merci pour cet éclairage. Merci à vous. On ne peut plus rien dire. On va le dire quand même. Aline Laurent-Maillard, je vous voyais réagir. Vous êtes d'accord avec son analyse ? Alors, je suis d'accord en tout point sur ce qu'elle dit. Et moi, ce que je trouve assez dingue, effectivement, c'est que finalement, les gens ne demandent pas de l'aide. Il y a à la fois, effectivement, le fait que les gens ne proposent pas de l'aide, mais aussi les gens ne demandent pas de l'aide. Et cette idée que la famille, on devrait élever son enfant juste avec son mec, et c'est tout.
je dis juste avec son mec parce que c'est toujours la femme quand même qui a la charge principale, les gens l'ont tellement intégré qu'ils n'osent pas penser en dehors de ça. Moi, en fait, je pense que c'est parce que je suis célibataire aussi et que je l'ai toujours imaginé comme ça, mais très naturellement, je me suis dit, j'ai envie que cet enfant, il ait autant de personnes possibles autour de lui. Et moi, j'ai envie d'avoir de l'aide. Oui. Et donc, c'est vrai que j'ai tout de suite laissé de la place. J'ai choisi de marraine, j'ai vachement impliqué ma famille, j'ai plein d'amis. Là, en ce moment même, merci Léa de garder mon bébé. Donc voilà, j'ai toujours plein de personnes j'ai dit aux personnes, en fait, j'ai envie de votre aide, j'ai envie que vous soyez présents, j'ai envie que vous ayez un rôle pour l'enfant. Alors parfois, effectivement, c'est en donnant un statut, tante, marraine, grand-mère. Parfois, c'est juste en disant, je te kiffe en tant que pote, sois là, quoi. Et en fait, moi, autour de moi, les gens, ils ont répondu massivement ultra présents. Ça s'appelle Loser Mothering, si j'ai bien compris. C'est un concept que vous convoquez dans votre livre, Amandine Gay. Oui, alors disons que le Loser Mothering, c'est l'autre maternité, je sais pas comment on pourrait traduire, ou l'alter-maternité. Ouais. Voilà. C'est toutes les façons, effectivement, d'être parent d'enfants avec lesquels on a des liens de parenté biologique ou non. Et donc, c'est vrai que ça a été théorisé par Patricia Hill Collins, qui est donc une féministe noire américaine, justement pour donner corps à tous ces modes de faire famille noirs aux États-Unis, qui sont liés justement, effectivement, à l'histoire de l'esclavage et puis à l'histoire de la suprématie blanche vécue au sein des communautés noires, qui font que de par les taux d'incarcération très élevés, de par aussi les discriminations dans le monde du travail social, qui est d'ailleurs plutôt appelée régulation familiale aussi par les Afro-Américains, pour montrer à quel point c'est une autre façon de venir interférer dans la vie des familles noires et des personnes noires. Et donc du coup, Patricia Hill Collins montre qu'il y a eu des modes de résistance qui commencent effectivement sur la plantation, et donc c'est aussi pour ça qu'on peut très bien adapter ça aux communautés noires issues des Caraïbes, etc. Et puis après, de façon plus large, à toutes les personnes qui font famille différemment, et qui sont effectivement des pratiques de solidarité quand il y a des ruptures biographiques. On sait que sur les plantations, les enfants, y compris à naître, étaient la propriété des maîtres, et donc une personne pouvait se retrouver séparée de son nourrisson dès la naissance, et ce nourrisson se retrouvait sur une autre plantation, etc. Et puis les conditions de vie sur les plantations étaient tellement violentes que les gens mouraient, et donc très très souvent sur les plantations se recréaient des familles avec des aînés, des nourrissons, des parents, des enfants, et dans lesquels il y avait très peu de liens de parenté en fait, puisque tout le monde pouvait être séparé au bon vouloir du maître. Et ces traditions-là ont perduré, et donc on a effectivement des oncles, des tantes, des voisins, des voisines qui vont s'impliquer à degré variable en fonction de la situation de précarité dans laquelle sont des parents seuls ou même des couples. Et ça, pour moi, c'est très important. C'est pour ça que je dis que, bien sûr, il y a la question du ressenti qui peut jamais être nié. Ce que ça veut dire de faire partie de groupes à qui on refuse des droits, à qui on dit que leurs familles ne sont pas légitimes, etc. Mais je pense que c'est aussi important de toujours regarder nos histoires et de se rendre compte de toutes les résistances qu'il y a eu, de toutes les stratégies qui ont été mises en place pour faire famille face à tout, quoi, face au génocide, face à la destruction, face à la stigmatisation, aux violences policières, etc. Mais on est toujours là, qu'il s'agisse des Noirs, des LGBT et tout, on est là, et on s'occupe des enfants des autres comme on s'occuperait de nos enfants, parce que puisqu'effectivement l'État et puis les institutions veulent qu'on disparaisse, la première charge, c'est de s'assurer qu'on puisse rester en vie, quoi. Voilà. Merci, ça donne tellement de la force de vous écouter toutes les deux, c'est trop intéressant. Le temps file, mais j'ai quand même envie de vous poser une ou deux dernières questions. J'ai l'impression que le cœur de notre conversation là, c'est aussi se demander, est-ce qu'il faut accepter de décorréler, une bonne fois pour toutes, la famille du sentiment amoureux romantique traditionnel? On peut faire famille en dehors du couple et de l'amour romantique. Ouais, moi, c'est tout le cœur de mon podcast. Exactement. Femme Desire, c'est je pars du fait que pourquoi est-ce que à 34 ans, j'ai commencé, je crois que j'avais 32 ans. Pourquoi est-ce qu'à 32 ans, je me suis dit je vais avoir un enfant seul, pas par dépit. Et en fait, voilà, c'est juste que personnellement, étant asexuelle et aromantique, je suis pas capable et j'ai pas envie, en tout cas, d'être en couple, d'être amoureuse, d'avoir des rapports sexuels. Je pourrais, mais j'en ai pas particulièrement envie. Et du coup, mais ça n'enlève rien, l'envie de parentalité. Et moi, c'est ça que je trouve hallucinant quand je parle à des jeunes asexuels, c'est qu'ils me disent « Ah non, mais moi, je m'en fiche de pas avoir de rapport sexuel, mais juste, je suis trop triste de pas avoir d'enfant. » Et je suis là genre « Waouh, en fait, on est à une époque où on parle de la PMA tout le temps, et vous n'avez même pas intégré que vous pourriez avoir des enfants sans être en couple. » Donc vraiment, pour moi, tout ce podcast, il est sur... montrer que les deux ne sont pas corrélés, à la fois dans le temps, géographiquement, dans nos mœurs aujourd'hui, à l'heure actuelle.
c'est ce qu'on dit aussi sur les familles queer, qu'elles soient biologiques ou pas, en fait, que ça soit des vrais parents reconnus par l'État ou juste un ensemble d'adultes qui vont prendre sous leurs bras parfois d'autres adultes. C'est ça dans le voguing, en tout cas, c'est le concept des familles dans le voguing. C'est aussi le concept de Simone de Beauvoir qui a adopté sa compagne. C'est encore un autre délire pour avoir des droits. Ça peut être décorrélé. Et ça l'est dans les faits. Et juste, il faut accepter maintenant que ça l'est, montrer des modèles. Et c'est pour ça que mon dernier épisode de mon podcast, je donne la parole à d'autres personnes asexuelles qui ont fait famille, notamment une personne, un homme cis, qui a eu un enfant avec un couple hétéro. Il n'a aucun lien biologique avec l'enfant qui est né de ce couple hétéro, mais il est père, et donc ils sont en Californie, donc il est reconnu comme étant un père entièrement, puisque aux États-Unis, en tout cas en Californie, on peut adopter de façon plénière, plus de 2 personnes peuvent adopter de façon plénière un enfant. Et on voit bien que là, c'est un choix, c'est pas par dépit. Le couple hétéro n'avait pas besoin de cette personne. Et l'enfant se porte très bien. On l'entend un petit peu dans le podcast, elle a l'air très, très joyeuse dans sa vie. J'ai envie d'écouter un extrait de votre podcast, Aline Laurent-Maillard, parce qu'on découvre aussi que dans ces autres parentalités, il existe. En fait, l'amour persiste. En dehors de l'amour romantique, mais on découvre aussi une autre forme d'amour. Et il y a un extrait qui m'a émue. C'est la lettre d'un donneur de sperme que vous lisez dans votre podcast. Mais on écoute. Pour moi, en tant que donneur, c'est une très belle lettre à écrire, celle que j'écris à l'heure actuelle. Et vous devez être 10 000 fois plus content et enthousiaste de la lire que moi je suis de l'écrire. Oh, c'est beau quand même. C'est joli, non ? Ouais. Je ne vous connais pas, je n'ai aucune idée de où vous êtes dans le monde et dans quelles conditions vous êtes pour vouloir élever votre enfant. Donc je devrais pas, dans tous les sens du terme, vouloir vous guider ou vous donner des conseils, en aucun cas. Mais je peux vous dire un petit peu sur comment j'ai grandi. J'ai eu beaucoup d'amour et d'attention de mes parents, surtout de ma mère. Et c'est une bonne chose. Mais c'est aussi un risque. Parfois, elle était tellement concernée de mon bien-être et de ma sécurité qu'elle ne voulait pas me laisser explorer la vie par moi-même et de me laisser prendre des risques. Ça m'a empêché de grandir pendant des années. Aujourd'hui, j'ai conquéri un peu ce problème dans ma vie. Mais si j'ai un conseil à donner, c'est de challenger son enfant et de l'aider à grandir personnellement avec de l'amour. Vraiment, tout ce que je peux faire, c'est de vous souhaiter le meilleur du monde. Je sais que vous allez aimer votre enfant et c'est suffisant. Sincerely, your donor. Elle est belle cette lettre, non ? Elle est émouvante. Qu'est-ce que vous en pensez, Amandine Gay ? Ah oui, moi je trouve ça très beau, mais justement, je pense que pour en revenir à la question qui a été posée, moi par exemple, l'un de mes films préférés, c'est Le gamin au vélo des frères Dardenne, et pour moi c'est vraiment ça. Ça montre très bien comment la famille peut être une rencontre, et une rencontre qui vient des deux côtés. Comment on peut faire famille différemment, se choisir mutuellement, etc. Et donc pour moi l'enjeu c'est vraiment ça, c'est d'aller vers cette vision où cette lettre elle est très belle. Parce que c'est quelqu'un qui décide, qui veut rendre d'autres personnes heureuses. Et je pense que ça aussi, par exemple, le fait qu'on puisse vraiment considérer aussi quelles sont les motivations des gens qui donnent. Et pour aussi, par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, on reste sur des dons anonymes. Et moi, je connais plusieurs personnes noires, par exemple, qui voudraient bien donner, mais qui veulent pas que ce soit un don anonyme. Parce que dans leur culture, c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Et elles se disent, moi, je veux pas participer à un système où il y a de l'opacité. Et donc, le jour où il y a plus de dons anonymes, moi, je donnerais sans aucun souci. Et je serais ravie d'expliquer pourquoi, justement, c'est un acte de solidarité aussi. Le don de gamètes, c'est un acte de solidarité, c'est un acte de générosité. Donc, bien sûr que à tous les étages, il y a de l'amour. Et justement, moi, c'est pour ça que je donne l'exemple des chaises musicales. Personne n'a une quantité d'amour finie. Je sais pas, il y a eu une époque, il y avait 9 enfants dans les familles, et puis c'est pas genre arrivé au 9e, il y a plus rien, quoi. Ah, désolé, t'arrives trop tard. Bon, non, je veux dire, vraiment, pour moi, l'enjeu, c'est ça, c'est que faire famille, bien sûr que ça veut dire qu'il y a énormément d'amour qui circule, et qu'effectivement, ça n'a pas forcément de lien avec l'amour romantique. Et puis, ça demande effectivement de considérer tous les enjeux politiques autour du faire famille. Moi, je pense que dans les choses qui font souffrir, les enfants et aussi les adultes. Et c'était intéressant aussi le témoignage, sur le postpartum, etc. Moi, je dis souvent, justement, si on pense la parentalité comme une rencontre, ça aide tout le monde, pas juste dans le monde de l'adoption. Ça aide aussi les personnes qui, au moment de la rencontre, dans le cadre d'une parenté biologique, n'ont pas cet élan d'amour, etc. Elles se sentent paniquées parce qu'on leur a dit que la famille, c'est la biologie, qu'elles vont aimer leurs enfants tout de suite, etc. Si tout le monde se disait, c'est une rencontre, on sait que les rencontres, des fois, il y a des gens qui font mauvaise impression la première fois, finalement, qui sont plus sympas
quand on apprend à les connaître, etc. Et je pense qu'on pourrait se dire ça aussi avec ces bébés, quoi. Il se peut que la rencontre, ce soit pas un truc génial. Et puis, en fait, on va quand même apprendre à se connaître, puis à s'apprécier, puis à s'aimer un jour. Voilà. Moi, il y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit, donc j'étais en préparation pour passer pour une interview, et j'avais prévu, la question c'était, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez eu votre bébé? Et moi, franchement, tout l'accouchement, les gens me disaient, vous allez bientôt rencontrer votre bébé. Et moi, j'étais là, genre, je m'en fiche. Moi, je suis là pour adopter. Je me projette pas beaucoup. Donc, pour moi, j'ai juste fait toute cette grossesse. Je faisais l'étape grossesse. Et puis après, j'aurais un bébé. Hein. C'était clairement ce que je voulais depuis 20 ans. Mais j'étais pas en train de me dire, trop bien, je vais avoir un bébé. J'étais juste là, genre, je suis là pour accoucher. C'est ça. Je suis là pour accoucher, quoi. Ouais. Et effectivement, quand on m'a mis le bébé sur moi, j'étais là, genre, j'étais choquée, en fait. J'ai passé 4 jours à accoucher. Donc, j'étais genre vraiment, j'étais vraiment choquée. Et j'ai mis pas mal de temps. Au début, j'étais juste en train de me dire, bon, faut que je m'occupe qu'il meure pas, quoi. C'était mon objectif pendant 2 semaines. J'étais là, genre, je vois pas comment je peux aimer cette chose. Je la connais pas. Elle a pas de personnalité. Elle communique pas. Elle est pas particulièrement belle, là, tout de suite, avec son crâne écrasé, tout fripé et tout. J'étais genre vraiment là, il faut qu'il survive. Mon rôle, c'est de faire survivre ce bébé. Et après, l'amour viendra. Et effectivement, il y a un soir où j'ai vu le bébé. Et au lieu de me recoucher pendant la nuit après le biberon, je l'ai regardé et j'étais là, genre, ah ouais, ok, c'est bon. Ça, c'est rentré. Et je sais qu'il y a une personne qui m'a dit, mais tu peux pas dire ça. Les gens vont pas comprendre qu'on ressent pas de l'amour, qu'on soit pas submergé d'amour. On est submergé de plein de choses, mais d'amour, je pense pas. Il y a pas de raison tout d'un coup d'aimer quelque chose quelqu'un que tu connais pas et qui en plus n'a aucun trait particulier comparé à tous les autres bébés qui sont autour de toi dans cet hôpital. Et ça en dit long en fait, parce que quand on parle à des personnes qui ont accouché, je crois que pratiquement tout le monde comprend ce sentiment de pas être amoureuse de son bébé quand il sort, quoi. Et les personnes qui n'ont pas de bébé, en revanche, vont souvent pas comprendre quand on dit ça. Parce que les modèles ne sont pas là pour nous. Les modèles ne sont pas là pour nous, que ce soit parce qu'on ne voit pas ce que c'est réellement que de vivre dans une famille adoptée, quand on est l'enfant, quand on est les parents, qu'on ne voit pas des familles arc-en-ciel, on ne voit pas des familles queer, on ne voit pas des familles non biologiques. Et bien de même, on ne montre pas ce que c'est vraiment que la rencontre de l'enfant. Les premières heures, les premiers jours, les premières semaines avec un enfant, c'est pas le truc qu'on voit dans les films. Il y a un problème de représentation. Encore un autre tabou à faire exploser. Voilà, la liste est longue, mais nous ne perdrons pas notre énergie et notre détermination. Merci beaucoup à vous deux d'être venus aujourd'hui, c'était passionnant. J'aurais aimé vous dire au revoir sur une note d'espoir avec cette belle formule d'Amandine Gay, à tous les étages, il y a de l'amour. Mais hélas, non, c'est impossible parce que j'accueille Constance Villanova qui va nous donner une nouvelle raison de nous vénérer. Salut Constance. Salut Judith. Ça va ? Ça va et toi ? De quoi tu nous parles aujourd'hui ? Eh bien de télé-réalité. Ah bah dis-nous tout. Avant toute chose, j'ai besoin de remettre les points sur les i et les barres sur les t, Judith. La télé-réalité, je ne la consomme pas, je l'engloutis. Depuis 15 ans, mes fins d'après-midi sont scandées par le générique de Secret Story, de La Villa, des Marseillais. Je vibre au rythme des clashs, des verres d'eau qui volent, des candidates qui veulent se foutre sur la gueule, mollement séparées par leurs collègues. J'insiste là-dessus, Judith, parce que je pense que la télé-réalité mérite beaucoup mieux que ce qu'il s'y passe actuellement. C'est donc pour cela que j'ai décidé que tous les candidats mis en cause dans des faits d'agression sexuelle et de violence sexiste devraient avoir l'interdiction de participer à nouveau à ces émissions. Le 12 novembre 2021, dans une vidéo pour le média Melty, face caméra, Alix DMX, ex-candidate, provoque une onde de choc. Elle affirme qu'en 2019, un candidat lui a montré une vidéo sur son téléphone. On y voyait un homme, une vedette de la télé-réalité, forcer une femme à lui faire une fellation. La jeune femme crie, elle pleure, elle se débat, et lui la jette sur le lit en lui disant « Toi, t'es nul, je vais voir ta copine ». Le propriétaire de la vidéo et du téléphone affirme à Alix que la victime n'a que 16 ans. Si Alix DMX ne prononce aucun nom, les réseaux sociaux s'en chargent et visent un candidat en particulier, Ilan Castronovo, 28 ans, qui a participé à 12 émissions en seulement 4 ans. Ilan, c'est celui qui se fait appeler le charreau pour charognard, comprenez bourreau des cœurs en langage mascu. En réaction aux propos d'Alix, il dément, mais d'anciens témoignages refont surface. En 2019, 2 autres ex-candidates, Cynthia Khalife et Nathania Sion, expliquaient que ce même Ilan s'était masturbé devant elles. Des faits d'agression sexuelle donc. Une autre participante avait signalé avoir porté plainte contre lui pour des faits similaires. Ilan serait aussi impliqué dans 2 affaires de revenge porn.
Comment expliquer que la production, alertée par Alix et les 3 victimes, continue à mettre à l'écran un agresseur potentiel ? Comment expliquer qu'Ilan soit au casting d'une émission de dating, Les Princes et les Princesses de l'amour 9, diffusée depuis le 29 novembre dernier ? Ces lanceuses d'alerte, qui ont toutes quitté le monde de la télé-réalité, dénoncent une omerta. Parler, c'est perdre ses partenariats, rompre ses contrats. Pourtant, les violences sexistes et sexuelles gangrènent le milieu de la télé-réalité. 3 exemples pour la simple année 2021. En avril, Angèle Salentino, ancienne participante aux Anges sur Énergie 12, lance le hashtag « Boycott les Anges » avec 3 autres ex-candidates. Les 4 femmes dénoncent le harcèlement dont elles ont été victimes dans cette émission, et particulièrement de la part d'un candidat toujours à l'écran. Un bullying qui aurait été encouragé par la boîte de prod. Deuxième exemple, à la rentrée 2021, c'est Julien Guirado qui fait son grand retour. Le candidat est à l'affiche d'une toute nouvelle émission disponible sur 6play, Love Coaching. Le Marseillais a disparu des écrans pendant 1 an. La raison ? Guirado était en couple avec Marine Ellimer, une autre candidate. Après leur rupture sur les réseaux sociaux, Marine a raconté la violence qu'elle a subie. Des violences physiques, du harcèlement. Il a même reconnu les faits dans un livre auto-édité, Ma vérité, dans lequel, né avant la honte, il se victimise. Mais quoi de mieux que de le remettre à l'écran dans une émission pour résoudre ses problèmes relationnels ? Enfin, 3e illustration, le 18 mai 2021, le tribunal des Sables d'Olonne condamne Alexis Villain, prétendant dans Les Princes et les Princesses de l'amour, à 18 mois de prison, dont 9 fermes pour violence. La victime, son ex-conjointe, son témoignage est glaçant. Alors que ces programmes cartonnent chez les 15-24 ans, qu'ils fédèrent parfois jusqu'à 700 000 téléspectateurs, on a l'impression que la libération de la parole des femmes ne parvient pas à briser une chape de plomb. Les mouvements MeToo télé-réalité ou Boycott les Anges ont été des coups d'épée dans l'eau. Les victimes ont été humiliées, les agresseurs protégés. Mais avec les réseaux sociaux, les boîtes de production ne peuvent plus éviter les fuites. Les témoignages affluent, même sporadiques. À elles de refuser de mettre à l'écran des candidats mis en cause dans des affaires de violence. Parce que les Marseillais et la Villa valent mieux que ça, et parce que les ados qui en sont fans, eux aussi. Merci Constance, et évidemment, on est d'accord avec toi, il faut foutre dehors de ces programmes les mecs qui ont agressé des femmes. Un immense merci à nos invités Amandine Gay, Fabienne Lacouze et Aline Laurent-Maillard. Merci à notre chargée de production Charlotte Bex, merci à notre réalisatrice Elisa Grenet. On peut plus rien dire, c'est le nouveau podcast de Binge Audio tous les vendredis sur toutes les applis. On a déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine, et d'ici là, mes chers amis, ne l'oubliez jamais, votre famille, c'est nous. On peut plus rien dire.